Bienvenue, bienvenue, chères participantes et participants, pour la dernière ligne droite de notre Forum franco-allemand de l'énergie. La deuxième partie de cet après-midi est intitulée Protection du climat, croissance économique et application, l'importance de l'hydrogène pour le développement industriel et économique de l'Europe. Je suis très heureuse de débuter sans plus attendre avec une table ronde tout à fait passionnante intitulée Stratégie nationale pour atteindre les objectifs européens. Quels sont les rôles de l'hydrogène dans la décarbonation et la compétitivité de l'Union européenne et quels sont les domaines d'application prioritaires? Alors, nous avons ici les représentants de différents points de vue, Union européenne, Allemagne et France. Je vous présente dans l'ordre alphabétique nos intervenants. Dr Alexander Lucke, sous-directeur du département sécurité énergétique à la direction stabilisation de l'économie et sécurité énergétique au sein du ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat. Bienvenue, Monsieur Lucke. Bonjour. Je salue également Christophe Cassiotis, directeur du cabinet de la directrice générale de l'énergie et du climat au ministère français de la transition énergétique. Bienvenue, Monsieur Cassiotis. Enfin, Hans von Steen, qui nous a rejoint au pied levé pour remplacer Mechthild Worsdorfer. Donc, son nom ne figure pas au programme imprimé. Il est conseiller principal de la Commission européenne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vous propose à tous les trois, pour commencer, de nous donner votre position sur la stratégie hydrogène. On va commencer par l'Union européenne, ensuite la France, ensuite l'Allemagne. Donc, Monsieur Van Steen, votre position quant à la stratégie hydrogène. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette sympathique présentation. Tout d'abord, je présente les excuses au nom de ma collègue Mechthild Worsdorfer, qui, pour des raisons de calendrier, n'a plus été en mesure de se libérer pour participer à cette table ronde. Donc, au sein de l'Union européenne, pour nous, une chose est claire, l'hydrogène est une composante essentielle de notre stratégie énergétique et climatique. Avec l'objectif de neutralité climatique en 2050. Toutes les analyses que nous avons effectuées le montrent sans équivoque. Si nous ne parvenons pas à décupler le rôle de l'hydrogène et à accroître de manière notoire la protection et l'utilisation de l'hydrogène, notamment dans ce que nous appelons les secteurs où il est difficile de diminuer les émissions, à savoir l'industrie et le transport, nous n'atteindrons pas cet objectif. Donc, nous avons vraiment mis les gaz et les avancées sont là, notamment sur le cadre réglementaire. L'hydrogène figure désormais comme composante clé au sein de nombre de nos programmes de financement et l'intérêt est très vif en Allemagne, en France, mais également aux quatre coins de l'Union européenne pour permettre ce essor de l'hydrogène. Pour nous, c'est essentiel. Le climat, l'économie, la situation géopolitique ne nous facilitent pas la tâche. Ces derniers mois, que l'on compte maintenant en années d'ailleurs. Toutefois, je pense que au plan géopolitique, les événements en Ukraine plaident en la faveur de l'hydrogène, puisque l'hydrogène devra remplacer le gaz. Nous devons pouvoir nous passer totalement du gaz provenant de Russie. Il y a encore des volumes importants de gaz issus de Russie qui atteint l'Union européenne. Il nous faut nous en débarrasser. L'hydrogène est l'une des voies pour y parvenir. Au plan économique, sortir d'une période d'inflation qui rend plus ardue encore la tâche à certains projets d'hydrogène de qualité. Il n'est pas facile de les ancrer dans l'Union européenne.
tout ceci est devenu plus complexe. Oui, nous avons bien conscience des défis et difficultés nombreuses et c'est ensemble qu'il nous faudra les résoudre. Alors, je ne sais pas combien de temps je dispose pour mon intervention, mais je vais m'arrêter sur ces mots. Merci. Alors, la modératrice intervient, mais à micro éteint. Exactement. Votre micro est toujours éteint? Point d'interrogation. Ah oui, toutes mes excuses. C'est bien la première fois que ça m'arrive de la journée. Toutes mes excuses. Alors effectivement, je viens de parler à micro fermé. Merci, Monsieur Luc. En fait, je voulais vous dire que si vous avez l'impression que je fais de longues pauses, sachez que c'est pour permettre aux interprètes de traduire jusqu'à la fin vos réponses avant de démarrer sur une nouvelle intervention. J'ai une question à vous poser, Monsieur Feinstein. La stratégie de l'Union européenne, comment les prises de décision, comment se passe la prise de décision? Comment sont reçues la stratégie hydrogène et les autres dispositions? Et quelles sont les préférences des États membres dont les avis diffèrent certainement quant à la fixation des priorités hydrogène? C'est une bonne question. Je dirais que la Commission et l'Union européenne ne décident pas des modalités d'application spécifiques de l'hydrogène. Nous indiquons les secteurs que nous considérons prioritaires, ce sont ceux que j'ai cités, donc ceux où il n'y a pas d'alternative pour la décarbonation ou que très peu. Donc je pense ici au secteur de l'aviation, de la navigation, les industries consommatrices de haute température. Donc, ce sont nos priorités. C'est important. Et j'ai l'impression que c'est un avis que les États membres partagent largement. Donc nous ne considérons pas qu'il y ait de fortes divergences entre les États membres. Par contre, qu'observons-nous? Le degré de développement ou d'élaboration des stratégies et de déploiement de ces stratégies hydrogène varie d'un pays à l'autre. Et c'est certainement tout à fait normal. Pour ce qui est du rôle de l'hydrogène à proprement parler, je ne vois pas énormément de divergences. Oui, il y a des distinctions entre les différents types d'hydrogène. J'aurais peut-être dû le dire dans ma remarque introductive. Nous, à la Commission, nous accordons très clairement la priorité à l'hydrogène dit renouvelable ou à faible émission carbone. Et la plupart de l'hydrogène disponible sur le marché aujourd'hui, produit et consommé, c'est de l'hydrogène gris issu des carburants fossiles, combustibles fossiles. Alors, cela pose plusieurs problèmes. D'une part, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ou plutôt de performance, la réduction des émissions, oui, on ne réduit pas autant. Ensuite, cela ne nous libère pas de la dépendance face aux combustibles fossiles, qui pourtant est notre toute première priorité. Donc, c'est l'hydrogène issu de sources d'énergie renouvelable qui est notre priorité. Une difficulté à cet égard essentielle, comment garantir une quantité de renouvelables disponible suffisante, suffisamment de courant issu des renouvelables pour alimenter les installations productrices de cet hydrogène vert ou renouvelable, disons. Pour ce qui est des principes d'affectation de cet hydrogène, je ne crois pas qu'il y ait de grandes divergences sur le principe. Merci. Merci beaucoup. Oui, la question des renouvelables a déjà été débattue à de nombreuses reprises aujourd'hui. Christophe Cassiotis, quelle est la position de la France au sujet de la stratégie hydrogène? Alors, notre stratégie hydrogène, elle a beaucoup de points communs avec la stratégie européenne. Comme la stratégie européenne, elle vise à adresser en priorité les secteurs difficiles à abattre.
Et notre analyse, c'est que on utilise déjà beaucoup d'hydrogène en France et en Europe. Actuellement, on produit et on consomme 900 000 tonnes d'hydrogène d'origine fossile en France, principalement dans les raffineries, mais aussi dans la chimie. Et quelque chose qui est absolument sans regret, c'est de remplacer cet usage actuel de l'hydrogène fossile par de l'hydrogène décarboné. Donc, soit par les renouvelables, soit par le nucléaire. Ensuite, il y a la question des nouveaux usages de l'hydrogène. Et ça, c'est une question qui présente plus d'incertitudes. Et nous, on a identifié deux secteurs principalement, la décarbonation de l'industrie et la décarbonation des mobilités lourdes. On estime en France qu'on n'a pas besoin d'hydrogène pour faire de l'équilibre de notre système électrique avant plusieurs décennies au minimum. On estime qu'on n'a pas besoin d'hydrogène pour faire du chauffage, par exemple. Donc, c'est vraiment sur ces secteurs sur lesquels on n'a pas d'alternative qu'on concentre nos objectifs. Alors, sur ces secteurs, je dirais que en 2030, on vise 6,5 gigawatts d'électrolyse installés en France, qui produirait à peu près 600 000 tonnes d'hydrogène décarboné. Donc, c'est moins que les 900 000 tonnes qu'on produit et qu'on consomme actuellement et qui sont d'origine fossile. On ne substituera qu'une partie de cet hydrogène et puis il y a des nouveaux usages aussi qui vont se développer. Donc, il restera une part d'hydrogène fossile en 2030. Les usages qu'on identifie à cet horizon-là, c'est à 80% des usages industriels, globalement, et à 20% des usages pour la mobilité lourde. Après, la question, c'est quel est le chemin pour y arriver? Et une des difficultés qu'on a, c'est qu'il n'existe pas actuellement des électrolyseurs de grande puissance, c'est qu'il y a des progrès techniques importants à faire pour qu'on ait des électrolyseurs à haut rendement afin de réduire les coûts de production. C'est qu'on fiabilise toute la chaîne de production et toute l'industrie qui va produire les composants de l'hydrogène pour que on renforce non seulement notre souveraineté énergétique, mais aussi notre souveraineté industrielle en produisant en Europe les composants qui vont appuyer cette stratégie-là. Donc vraiment, il y a la question des objectifs qu'on se fixe et il y a la question du chemin pour y arriver, qui sont vraiment deux questions essentielles et qu'on cherche à traiter dans notre stratégie hydrogène. Alors, on a bien conscience que le monde a évolué depuis notre stratégie sortie en 2020. Il y a eu par exemple les annonces de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Il y a aussi le plan quinquennal chinois sur l'hydrogène qui peuvent interroger ce qu'on fait en France et en Europe. Les technologies ont aussi changé. Dans le domaine de la mobilité, on voit une montée en puissance très rapide des véhicules à batterie et des véhicules à batterie même plus lourds que ce qu'on pouvait anticiper. Et donc, il faut qu'on mette à jour notre stratégie pour intégrer tous ces aspects. Et donc, c'est vraiment le travail qu'on est actuellement en train de faire en parallèle de la mise à jour de notre politique pluriannuelle énergétique afin de clarifier nos objectifs et de les mettre à jour au regard de ce contexte international. Merci beaucoup. Vous m'avez juste donné le mot-clé pour ma question à vous. Donc, le secteur de la mobilité, c'est quand même développé maintenant avec une électrification des voitures à batterie, se répartition 80% l'industrie, 20% pour la mobilité, donc de l'hydrogène. Est-ce que donc ces chiffres vont changer vers 90-10 ou quel est votre pronostic pour cela? En fait, en France, on a soutenu, par exemple, le déploiement dans les territoires de l'hydrogène via un dispositif de soutien qui s'appelle écosystèmes territoriaux. Et la plupart des projets qui ont émergé, c'est des projets de mobilité avec des bus, des poids lourds pour le ramassage des ordures. Mais ça, il faut vraiment avoir conscience que c'est le chemin qui nous amène vers une production d'hydrogène massif en 2030.
Les électrolyseurs qui sont actuellement disponibles, c'est des électreurs de 1 mégawatt, 2 mégawatts, quelques mégawatts tout au plus. Et donc, pour que les industriels puissent acquérir de l'expérience, c'est très important de soutenir cette phase de montée en puissance progressive. Ce qu'on vise à terme, c'est quand même des usages plus massifs de l'hydrogène. Et donc, on va avoir de plus en plus une production associée à une consommation sur des sites industriels. Et donc, ça, c'est un dispositif de soutien qu'on est en train de mettre en place en France qui vise cette production massive. On sait aussi qu'il va y avoir des usages dans les raffineries. Une question qu'on s'est longtemps posée, c'est est-ce que quelque part ça vaut le coup de soutenir ces usages parce que la production d'essence va avoir tendance à diminuer avec l'électrification des usages. Je pense qu'on n'a plus vraiment de doute sur le sujet puisque la durée de vie des électrolyseurs est telle on aura des besoins d'essence dans les années qui viennent. Et donc, et ces électrolyseurs seront installés sur des plateformes électrochimiques, donc on n'a plus de doute. On vient les aider via des mécanismes incitatifs qu'on appelle la tiruerte en France. Donc vraiment, des usages mobilité qui vont évoluer, mais qui resteront dans la stratégie. Vielen Dank. Merci beaucoup. Alors, nous sommes tout à fait tout oui pour écouter la stratégie hydrogène allemande. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, membres du panel et modératrices. Je suis très heureux, Madame Hoopner, Monsieur Cassiotis et Monsieur Van Steen. Donc, effectivement, le regard sur cette montée en puissance de l'hydrogène prévue par la stratégie. Pour commencer, je salue le fait que nous soyons tous d'accord sur le fait que la décarbonation de l'industrie et d'autres secteurs ne seront possibles à l'avenir qu'au moyen de l'emploi de l'hydrogène vert ou à faible émission. Le gouvernement fédéral a pris plusieurs mesures à cet égard qui vont de pair avec la stratégie nationale hydrogène signée par le cabinet en juillet 2023. Quels sont les éléments? Qu'avons-nous entrepris, qu'allons-nous entreprendre dans le cadre de cette stratégie? Suite à l'adoption de la version amendée de la législation sur la production énergétique, nous avons eu d'abord, d'une part, la voie libre pour couvrir les différents domaines de compétences du gouvernement. Nous avons lancé un processus de contrats pour la protection du climat qui doivent nous permettre d'être à la hauteur des défis de la transformation et qui ressemblent au projet européen d'intérêt commun. Il s'agit ici notamment de la conversion de la production d'acier et les premières livraisons d'hydrogène ont déjà atteint le port de Hambourg. D'autres points sur lesquels nous poursuivons nos travaux, à savoir la loi sur l'accélération, qui est partie intégrante de cette stratégie hydrogène. Il s'agit d'accélérer les processus de planification, validation, autorisation pour l'infrastructure et les conduites ou les pipelines, mais également la mise en place de terminaux GNL dans les ports. Comme nous l'avons fait donc pour le GNL, nous nous efforçons pour la montée en puissance de l'infrastructure hydrogène d'accélérer les procédures. Nous avons également une augmentation des capacités d'électrolyse en Allemagne à au moins 10 gigawatts d'ici 2030, ce qui impose des efforts conséquents. En Allemagne, nous aurons notamment une dépendance vis-à-vis des importations d'hydrogène, comme c'est le cas pour le gaz, et la stratégie d'importation d'hydrogène a donc en conséquence été décidée et devra être précisée pour voir où, comment, de quelles sources et des sources diversifiées viendront ces importations de hydrogène.
On ne se limite pas aux partenariats existants et les critères clairs pour les importations sont cruciaux. Nous avons en outre, et je remercie à cet égard très cordialement la Commission pour le résultat intermédiaire de qualité sur lequel nous nous sommes accordés. La stratégie sur les centrales constitue un jalon important que nous sommes fiers d'avoir atteint. 8,8 gigawatts de nouvelles centrales ont été désormais soumis à un appel d'offres et qui doivent commencer directement avec l'hydrogène et nous aurons jusqu'à 15 gigawatts de conversion de centrales converties à l'hydrogène d'ici 2030. Un autre élément important, c'est effectivement cette colonne vertébrale, ce réseau central, à savoir l'adoption d'une démarche cohérente pour le développement du réseau, qui passe aussi par des processus que l'on connaît déjà du secteur gazier et qui se reflètent dans l'adoption d'un paquet de mesures. Cette stratégie nationale hydrogène est bien sûr placée sous le signe de la coopération européenne avec nos collègues des divers États membres. Et le marché unique ou le marché de l'Union européenne pour l'hydrogène aura pour souci principal de permettre d'engranger suffisamment d'hydrogène pour la totalité des pays de l'Union. On a également cette Banque européenne de l'hydrogène qui ouvre la possibilité, justement, comme c'est le cas pour H2 Global, de jouer un rôle de facilitation essentiel et de permettre au réseau infrastructurel d'hydrogène au sein de l'Union européenne, de concert avec cette colonne vertébrale, de faire circuler les conduites, les pipelines. Voici donc pour une esquisse assez rapide et à grands traits de cette stratégie et de ses répercussions au plan national en Allemagne. Merci beaucoup, Alexander Luc. Une question quant à cette stratégie des centrales. Est-ce que vous avez, ou plutôt vous avez au mois d'août conclu un accord avec la Commission? Ces 8,8 gigawatts de nouvelles capacités, c'est 15 gigawatts de conversion. Pouvez-vous précisément nous dire quand est-ce que les appels d'offres seront lancés et quels sont les sites qui sont envisagés? Oui. Alors, les appels d'offres sont prévus pour l'année 2024. Donc, effectivement, c'est assez proche, mais nous devons encore finaliser les derniers travaux avant de pouvoir les lancer, tous les préparatifs, les caractéristiques de base qui ont été convenues. Et les centrales. Bien. En Allemagne, bien sûr, ce qui est décisif, c'est le stockage du courant et la réinjection dans le réseau et notamment l'interaction avec les renouvelables en vue d'assurer la stabilité du réseau. Donc, nous espérons que tout ceci puisse progresser très vite et les entreprises participantes seront informées en temps utile des modalités et possibilités de participation de soumission. Merci, merci beaucoup. Avant de poursuivre le débat, chères participantes et chers participants, je vous informe que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. À la fin de ce tour de table, vos questions pourront être posées, donc allez-y, n'hésitez pas. Je souhaite désormais proposer à nos trois intervenants de débattre du besoin en hydrogène. Comment répondre à ce besoin? Quel sera à cet égard le rôle de la production locale sur notre territoire et des importations? Et éclairer cette question à partir de vos différents points de vue. Hans van Steen, quel est le regard de la Commission sur le besoin global de l'Union européenne en hydrogène à l'avenir? Et selon vous, cette stratégie globale européenne pour couvrir ce besoin,
Qu'en est-il? Quel est son visage? Merci. Je pense que nous pouvons revenir à la proposition Repower EU, qui était, à proprement parler, la réponse de la Commission à la situation qu'a connue l'Europe suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec la question des carburants fossiles russes, car à ce moment-là, il nous a fallu décupler notre production et notre consommation d'hydrogène dans l'Union européenne. Dans ce document, publié, il me semble, au mois de mars 2022, nous avons considéré une répartition à 50-50, 50% d'hydrogène produit sur le territoire, 50% d'importation. 10 millions de tonnes donc produites dans l'Union européenne et 10 millions de tonnes importées. Des chiffres qui valent à l'horizon 2030. Donc c'est un laps de temps assez bref. Ici, et c'est très important, on parle d'hydrogène issu de renouvelables. C'est très important. Pourquoi cela? Nous sommes convaincus que c'est cet hydrogène issu de renouvelables qu'il faut promouvoir pour ce type d'objectifs qui sont appuyés par les gouvernements nationaux et par l'Union européenne. Alors, comment cela se traduit-il sur le terrain? Eh bien, c'est intéressant car si vous observez les projections, les prévisions de production d'hydrogène au sein de l'Union européenne, notamment issues de renouvelables, eh bien, nous sommes plutôt en bonne posture. Il y a un grand nombre de projets, on dit en anglais qu'ils sont dans les tuyaux, mais ça n'a rien à voir avec des tuyaux, des pipelines, des conduites gazières, non, ça veut simplement dire qu'ils sont en préparation. Une fois de plus, on voit que ça suscite un intérêt très vif, l'hydrogène, que les difficultés ou les défis que pose la décarbonation sont pris au sérieux. Et il est difficile d'envisager d'autres modalités de décarbonation que l'hydrogène. Donc ça, c'est pour les points positifs. Ce qui l'est moins, c'est que si l'on compare les évolutions sur le terrain et le nombre de projets en cours qui aboutissent à une décision d'investissement finale, alors là, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part d'hydrogène produit au sein de l'Union européenne issue des renouvelables reste extrêmement faible. Il y a de nombreuses explications à cela, j'en ai déjà cité quelques-unes. Nous pensons que nous sommes en mesure d'améliorer le contexte général en clarifiant le cadre juridique. Puis d'autres éléments soulignés par M. Lucke et M. Cassiotis, afin que les investisseurs et les acteurs industriels aient une vision claire du visage que prendra le marché à l'avenir. Un autre élément très important, c'est l'infrastructure. Dr Lucke nous a parlé de cette colonne vertébrale. Nous sommes absolument et totalement d'accord avec ceci. Oui, l'hydrogène s'inscrit dans le programme transeuropéen de réseau énergétique. Nous sommes en train de sélectionner des projets hydrogène pour la prochaine liste de projets européens d'intérêt commun. Là, ce sont des exigences fondamentales. Puis, nous avons mis sur pied cette banque hydrogène. Il ne s'agit pas d'une banque à proprement parler, stricto sensus, mais c'est un instrument financier important. Nous avons bien progressé en vue du premier cycle de projets qui pourront s'appuyer sur cet outil qu'est cette banque. Je sais que beaucoup de gens disent que cette banque est sous-financée ou est insuffisamment financée. 800 millions d'euros,
Ce n'est pas un montant modeste, notamment si vous regardez au regard du volume d'investissement nécessaire en général, les tonnages de production au sein de l'Union européenne, mais nous espérons que ceci enverra un message très clair et permettra à ces projets hydrogène d'être financés. On pourrait imaginer qu'il y aurait trop de personnes qui répondraient à l'appel d'offres pour le premier tour de mise aux enchères de la banque. Mais il y a des projets intéressants, de qualité, parmi ces nombreuses soumissions, et ceux-ci pourront probablement recevoir des financements différents, financements publics, car il y a d'autres possibilités de financement de l'Union européenne, notamment le Fonds Relance et Résilience, qui a été mis sur pied à la suite de la pandémie de la Covid et qui est clairement plus volumineux que les moyens dont dispose cette banque. Il y a également des programmes nationaux de financement. Et je pense qu'une fois que les projets auront été identifiés et qu'ils auront fait leurs preuves, enfin, en tout cas, passé la barre des analyses comparatives, alors on pourra envisager de discuter avec les États membres quant aux appuis que eux pourront apporter à ces projets. Notre message est clair. Les défis, les difficultés sont nombreuses. Il faudra les surmonter, notamment les exigences pour l'autorisation de nouveaux équipements hydrogène, nouvelles installations hydrogène. On a depuis des années des débats sur la longueur et la lourdeur des procédures d'autorisation pour la construction de projets en matière de renouvelables. Nous nous efforçons, au travers de la législation de l'Union européenne, d'y remédier. Les électrolyseurs, etc., sont eux aussi soumis à des procédures qui peuvent être très complexes. Et c'est la raison pour laquelle nous appuyons la loi sur les émissions net zéro, la NZIA. Un autre défi, une situation très complexe qui couvre de nombreuses dimensions climatiques, énergétiques et industrielles, est nécessaire si nous souhaitons que notre entreprise soit couronnée de succès. Merci pour nous avoir donné cet aperçu du besoin global européen en hydrogène et de la meilleure manière d'y répondre. Quel est maintenant le point de vue de la France, Monsieur Cassiotis, qui mise essentiellement sur l'hydrogène issu de son territoire et les importations seront-elles amenées à jouer un rôle plus important à l'avenir? Alors, je pense qu'un point qui est important d'expliquer, c'est qu'on a un désaccord sur l'objectif de 10 millions de tonnes. Notre vision, c'est que l'hydrogène ne va pas se substituer au gaz naturel ou au carburant, c'est qu'elle va intervenir dans certains secteurs uniquement pour la décarbonation. Typiquement, le gaz, à terme, sera remplacé par de l'électricité, par des efforts d'économie d'énergie, par la biomasse pour des usages chaleur qui ne sont pas des usages chaleur haute température, et l'hydrogène n'interviendra que pour une petite part dans la substitution de l'hydrogène. Et donc, notre vision, c'est qu'en 2030, il y aura des besoins d'hydrogène qui seront importants et qu'il faut travailler pour les faire avancer. Sur les 10 millions de tonnes, on pense qu'il n'y a pas forcément de certitude à ce stade, et donc c'est un travail qui doit être poursuivi pour affiner les besoins. Pour répondre à ces besoins d'hydrogène, un deuxième point, c'est que nous, on estime qu'il ne doit pas y avoir de priorité à l'hydrogène renouvelable, mais une égalité de traitement en fonction des propriétés de décarbonation de l'hydrogène, pour peu qu'il soit produit à partir de sources non fossiles. Et donc, c'est un point important parce que ça nous permet de maximiser la production d'hydrogène à partir de nos sources d'électricité décarbonées, le nucléaire étant une part significative de la production d'électricité actuellement en Europe. Et ça nous permet de maximiser la production des électrolyseurs, qui sont actuellement des machines très coûteuses,
qui doivent fonctionner le maximum du temps possible. Et donc on essaye de maximiser ces aspects-là. Par rapport au point qu'a soulevé M. Van Steen, effectivement, un indicateur important pour nous, c'est le pourcentage de projets qui prennent des décisions finales d'investissement. Ça montre la cohérence de notre stratégie. Donc, il y a Bloomberg qui a publié il y a quelques mois une étude qui montre que la France est un des pays d'Europe dans lequel le pourcentage de projets annoncés qui ont pris la décision finale d'investissement est la plus élevée, avec près de 15% des projets qui sont dans ce cas. Et on pense que ça reflète quelque part la cohérence de notre stratégie. Donc, pour répondre aux besoins à terme, il y a un débat sur est-ce qu'il y aura des besoins d'importation en hydrogène. Il y a une étude qui a été publiée sur le site de la Commission européenne par le Fraunhofer Institute en août, et qui montre que l'Europe est en mesure de produire suffisamment d'hydrogène renouvelable au regard de ses capacités de production de renouvelables, et que l'hydrogène qui serait produit en Europe ne serait pas forcément plus cher que l'hydrogène qui serait importé. Donc on pense encore une fois qu'il y a un débat d'experts sur la question des importations d'hydrogène et que ce débat n'est pas tranché. Donc notre stratégie, elle vise à résoudre les problèmes qui sont sans regret. Parce que l'hydrogène, c'est quelque chose qui est excessivement coûteux en termes de financement public. La France investit près de 9 milliards d'euros dans sa stratégie hydrogène, et donc on veut le faire sur des sujets qui nous paraissent sans regret. C'est la production d'hydrogène à proximité des grands sites industriels, c'est tout ce qui est industrie de production d'électrolyseurs, de piles à combustible, de réservoirs. Et avec nos 9 milliards d'euros, on n'a quelque part pas les capacités de soutenir de grandes infrastructures de transport qui nous paraissent par ailleurs pas totalement justifiées à ce stade, même si on est prêt à le regarder. Pour ce qui est de la place des imports en France, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait une part d'import et à ce qu'il y ait aussi une part d'export d'hydrogène. Comme dans le système électrique actuel, la France, de temps en temps, exporte de l'électricité, de temps en temps, on importe, mais globalement, elle cherche à satisfaire sa demande sur l'année. Et on pense que, dans un premier temps, c'est ce qui va se passer aussi pour l'hydrogène. Et on est tout à fait prêt à développer des synergies entre bassins, typiquement dans la zone de Dunkerque avec la Belgique et les Pays-Bas, ou en Grand Est avec la Sarre, pour maximiser l'usage et la production d'hydrogène dans ces bassins d'utilisation. Vielen Dank. Also unterschiedliche politische Standpunkte. Merci beaucoup. Donc, des avis politiques différents. Alors, Monsieur Luc, en regardant vers l'Allemagne, là, on se rapproche un peu du point de vue vert. Les besoins d'hydrogène en Allemagne, eh bien là aussi, il y a des estimations. Dans la stratégie hydrogène actualisée, on évoque déjà 10 au lieu de 5 gigawatts de capacité d'électrolyse. Donc, même si on reste sur cette position verte, les énergies renouvelables devront donc être déployées plus largement. Alors, comment ça va marcher? En effet, ça marchera de différentes façons. Ce sera une combinaison de différentes choses. D'une façon générale, pour 2030, on évoque un besoin de 95 à 130 TWh d'hydrogène. Et cet hydrogène, eh bien, nous ne pourrons le produire qu'en Allemagne. Et donc, ce sont 50 à 70% de ces volumes qu'il nous faudra importer.
et nous tablons pour l'après 2030 sur des importations encore plus grandes, bon, en fonction de l'évolution du marché. Donc, il y a l'extension des infrastructures de gazoducs pour les importations, mais aussi les environ 50% de production nationale qui devra aussi être mise en place. Donc, les énergies renouvelables ont vu leurs objectifs revus à la hausse à plusieurs reprises et il y a eu d'ailleurs des réussites en la matière et les scénarios énergie ont été adaptés pour en tenir compte de ces besoins supplémentaires. Or, l'hydrogène permet justement un stockage long terme de l'énergie et les énergies renouvelables pourront donc être utilisées de façon stable. Et les sites d'électrolyse proches de cela vont nous permettre une bonne intégration des énergies renouvelables, vont permettre de soutenir le système. Monsieur Cassotis l'avait cité, tant que l'hydrogène coûte cher et qu'il est raréfié, l'électrification ne se fera que dans certains domaines ciblés. À l'horizon 2030, nous pensons que l'hydrogène et les produits dérivés dans l'application industrielle se font donc voilà, dans le domaine de l'industrie et pour la mobilité, plutôt pour les mobilités lourdes, l'aérien et le maritime. Et une fois que l'hydrogène sera mis en marché, on pourra aussi fournir l'hydrogène à d'autres secteurs, mais ça prendra du temps. Très bien, petite question qui vient du chat à votre adresse aussi, Monsieur Luc. En ce qui concerne les mobilités lourdes, justement, est-ce que les carburants dont on aura besoin, le méthanol ou le kérosène, seront produits en Europe, peut-être même en Allemagne, ou est-ce qu'ils seront importés? Pour l'instant, il n'y a pas encore de stratégie bien établie. Je pense qu'il y aura un mix comme pour les autres sources d'énergie, mais il faudra que l'industrie se convertisse et donc il n'y a pas encore de variante très déterminée par rapport à ce que les uns ou les autres pourront récupérer. Très bien. La répartition et le transport, ou la distribution plutôt, et le transport de l'hydrogène, c'est quelque chose que je voudrais citer aussi. Mais il y a une autre question qui rebondit sur ce que vous disiez, donc les besoins et le déploiement. Alors, question à l'adresse de tout le monde. Est-ce que les objectifs de développement de l'hydrogène s'inspirent des besoins ou des possibilités techniques? Et donc, si les besoins ne peuvent pas être couverts directement tout de suite, comment alors prioriser de façon intelligente et acceptable pour la société? Qui souhaite se lancer? Les besoins ou la technologie? Qu'est-ce qui prime? Eh bien, je peux commencer si vous le souhaitez. J'ai le sentiment que l'hydrogène aussi suit cette histoire de la poule ou de l'œuf pour les dorsales aussi. Les entreprises, elles, évidemment, souhaiteraient tabler sur l'hydrogène, mais ne savent pas s'ils vont pouvoir l'obtenir. Et les gestionnaires de réseau souhaitent distribuer de l'hydrogène, mais ne savent pas à qui le distribuer. Donc, en Allemagne, on a des scénarios long terme qui font qu'on fait des estimations, on extrapole les besoins et on part de cette situation-là, mais avec bien évidemment des mises à jour. Et c'est là la base à partir de laquelle nous travaillons. Et d'ailleurs, on a pu concrétiser
enfin, on n'a pas pu concrétiser davantage jusque-là. Est-ce que la France souhaite ou Bruxelles souhaite intervenir sur ce Moi, point? je veux, Je peux répondre si vous le souhaitez. Merci. Alors, ce que disait Monsieur Luquet sur l'histoire de la poule et de l'œuf, ben, c'est exactement là que le bas blesse. On verra des investissements dans la production qui demandent évidemment aussi une certaine, qui présupposent une certaine demande. Voilà pourquoi nous avons proposé, et d'ailleurs cela a été adopté avec la nouvelle directive sur les énergies renouvelables, qu'il y a un seuil minimum de CRNFBO, donc ces carburants d'origine non biologique, et l'hydrogène en fera partie. Et donc, il faudra une partie minimum pour atteindre les objectifs de cette directive. Donc, ça, c'est le côté demande de la chose, une obligation pour les États membres de garantir l'existence ou le développement de ce type de demande. Car sinon, on continuera de tourner en rond, tout le monde attendra tout le monde, ce qui est néfaste pour tous, mais on ne peut pas se le permettre. C'est ce type, en fait, Enfin, vu les urgences, n'est-ce pas, notamment l'urgence climatique, on n'a pas le temps d'attendre. C'est impossible. On n'a pas le temps d'attendre les uns et les autres, et notamment en ce qui concerne les choix d'investissement. Et nous en avons tout à fait conscience et nous savons qu'il faut résoudre ce problème. Permettez-moi de rebondir sur quelques autres points, à savoir les importations versus la production intérieure ou nationale. Je crois qu'il nous faudra importer. Les volumes d'hydrogène nécessaires seront énormes. Donc, on ne doit pas forcément tendre vers un 50-50. C'était un peu la meilleure idée que nous avions à ce moment-là. Mais nous souhaitons que cet hydrogène soit produit là où un potentiel de production est idéal. Nous savons qu'il y a des régions dans le monde qui ont des gisements énormes pour les énergies renouvelables qui peuvent servir à la production d'hydrogène, et ce serait bien dommage de ne pas tenir compte de cela pour nous aider à alimenter l'Europe en hydrogène. En ce qui concerne la demande d'électricité à venir en Europe, qui va évidemment se développer fortement dû à l'électrification de nos économies, des transports, du chauffage, notamment grâce aux pompes à chaleur. On s'inquiète d'une pénurie d'électricité renouvelable disponible aussi pour la production d'énormes quantités d'hydrogène. C'est un peu la logique sous-jacente à cette démarche. Nous savons que c'est un défi pour les pays tiers également d'appliquer toutes ces règles que nous avons établies dans nos actes délégués, notamment, que vous connaissez peut-être, qui déterminent en fait ce qui peut être considéré comme étant de l'hydrogène renouvelable. Mais il est bien nécessaire d'appliquer ces règles dans les pays tiers également. Sinon, on n'aura pas de terrain de jeu équitable. Et cela n'est guère acceptable.
Merci beaucoup, Monsieur Feinstein. Merci beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et je voudrais donc donner la parole à Monsieur Cassiotis par rapport à la question des infrastructures. Donc, cet hydrogène, comment peut-il être distribué en Europe et dans les différents pays? Et là, j'aimerais bien connaître la position de la France. En effet, la France, par rapport à cette étude de faisabilité pour H2Med, souhaitait bien y participer. Alors, est-ce que la France s'intéresse à cette faisabilité de ce pipeline? Alors, nous, sur les infrastructures, on a une stratégie qui est claire, qui est d'abord de développer les infrastructures à l'échelle des bassins pour relier la production à la consommation et au stockage, puis essayer de relier les bassins entre eux afin d'optimiser les coûts de production, les coûts de consommation et de construire petit à petit un système qui permettra de diminuer les coûts de l'hydrogène pour les utilisateurs finaux. Et enfin, avoir une infrastructure globale d'hydrogène. Notre idée, c'est un peu celle qui a fondé la construction de la plupart des réseaux énergétiques, c'est qu'on a commencé à relier à des petites échelles avant de construire des infrastructures à grande échelle. Pour ce qui est du projet Barmar, donc c'était un projet qui a un intérêt certain dans un contexte où la, la France et l'Espagne soutenaient le développement de l'hydrogène renouvelable et bas carbone au niveau européen, puisque ce tuyau pourrait être utilisé à la fois pour l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone. Et il présente l'intérêt de relier deux bassins, Barcelone et Marseille, qui auront des besoins industriels et des besoins éventuellement pour la décarbonation du maritime, par exemple, avec des infrastructures de stockage à proximité, comme sur le site de Manosque, où on envisage de stocker de l'hydrogène dans des cavités salines. Donc c'est vraiment un projet intéressant qui s'inscrit dans un contexte global où on a à la fois du soutien à l'hydrogène renouvelable et à l'hydrogène bas carbone pour maximiser la production afin de remplir ce tuyau. Et donc c'est ça qu'on doit réellement continuer à évaluer pour s'assurer de la pertinence technico-économique du projet dans les années qui viennent. Ça m'amène au point en fait de la nature des importations d'hydrogène. On voit bien que les usages qu'on envisage dans les années qui viennent, c'est des usages directs de l'hydrogène dans l'industrie et on a beaucoup de débats sur la place des carburants de synthèse, notamment pour l'aérien, à plus long terme. Mais c'est un enjeu de plus long terme. Euh, et, et si on veut substituer une partie, tout ou partie des carburants de l'aérien ou du maritime par des carburants de synthèse, il faut à ce moment-là effectivement des quantités d'énergie extrêmement importantes qui peuvent rendre difficile le bouclage électrique à plus long terme. Mais là, on parle, par exemple, pour la France, d'un horizon qui est post-2040, voire 2050. Et, et à ce moment-là, il peut y avoir des besoins d'importation, mais des besoins d'importation de carburant. Avec une partie de ces carburants de synthèse qui seraient produits en Europe et une partie des carburants qui seraient produits dans d'autres pays et qui seraient importés directement par les infrastructures existantes, puisqu'on importe en Europe la plupart de nos carburants. Et donc, ce n'est pas forcément une question qui est liée directement aux infrastructures. On pense que c'est un point essentiel du dimensionnement des infrastructures, c'est d'évaluer précisément sous quelle forme et sous quel produit serait importé l'hydrogène. On peut imaginer aussi l'importation de fer réduit ou l'importation de l'ammoniac qui serait utilisé directement dans les engrais. Et donc, c'est peut-être plus simple de transporter ces produits-là que de l'hydrogène. Ce sera peut-être fait à des coûts plus faibles que pour l'hydrogène et ça joue forcément directement sur le dimensionnement des infrastructures. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes à lever avant d'avoir une idée claire sur le dimensionnement de ces infrastructures. Vielen Dank. Jetzt, Merci beaucoup. Monsieur Le, l'Allemagne aussi va participer à H2Med. Il y a déjà les pourparlers. Alors, pour l'Allemagne,
Est-ce que de nouveaux réseaux seront bien acceptés? On a déjà fait des expériences un peu moyennes en ce qui concerne le développement du réseau électrique. Est-ce qu'on peut rebondir sur ces expériences pour un nouveau réseau hydrogène? Et est-ce que les réseaux gaziers existants peuvent servir en fait au transport d'hydrogène? Et dans quelle mesure? Eh bien, en ce qui concerne l'acceptation de ces nouveaux réseaux, eh bien, tout dépend de la montée en puissance de l'hydrogène, quelle sera la vitesse à laquelle ces réseaux pourront être construits. Eh bien, le chancelier vient de dire que c'était un sujet à prioriser et donc il va falloir accélérer les procédures afin que ces process puissent avancer plus rapidement. Cela ne signifie pas forcément qu'il faille y renoncer dans le système qui a fait ses preuves. Non, il faut intégrer absolument la population locale, les populations locales, et il faudra faire évidemment des études d'impact écologique. Cela pourra se faire dans le cadre des méthodes d'accélération existantes. Mais il faudra tout de même jauger les possibilités d'accélération sur les délais, etc., et tenter de mettre en œuvre ce qui existe déjà. Et en fin de compte, il faut bien comprendre ceci. Il nous faut agir en raison des objectifs climat. Et ce réseau hydrogène, on en aura besoin très prochainement. Voilà pourquoi les projets de loi les évoquent et il faudra définir un intérêt public majeur. Et donc, la société reconnaîtra et reconnaît que souvent, pas souvent, mais souvent, pas toujours, mais souvent, cet intérêt global primera sur un intérêt particulier. En ce qui concerne le réseau, la dorsale, eh bien, ce réseau a été conçu avec les gestionnaires de réseau avec des critères sur lesquels on s'est mis d'accord, avec aussi les industries locales, les entreprises, afin de savoir à quel endroit ces consommations d'hydrogène seront les plus importantes, avec aussi les scénarios long terme, les consommations sur lesquelles on table, quelle devra être la taille de ces conduites, vers où devront-elles aller. Donc, en fait, toutes ces choses que l'on exige, et c'est ce qu'on essaie maintenant de rendre possible, les interconnexions H2Med, vous l'avez dit, en Europe du Sud aussi, il faudra donc procéder à la construction de ces pipelines. Et donc, en ce qui concerne l'infrastructure gazière existante, nous pensons que la plupart pourra être reconvertie et réutilisée. Il faudra sans doute reconstruire ou construire nouvellement une partie, ce qui coûte plus cher, évidemment. Et donc, les gestionnaires de réseau le disent et l'Agence fédérale des réseaux pense que une grande partie de ces réseaux gaziers pourra être reconvertie, ce qui va accélérer le processus de façon tout à fait naturelle. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, je voudrais revenir au soutien à la filière hydrogène et je voudrais poser la question à Christophe Cassiotis. En effet, il y a eu une évolution intéressante en France.
La ministre, Madame Pannier-Runaha, vient d'annoncer 4 milliards de soutien pour les contrats pour différence, Carbon Contracts for Difference. Et grâce à ce soutien, on doit couvrir les coûts supplémentaires de la production d'hydrogène issu de de l'électrolyse en comparant cela aux sources classiques. Alors, ce plan de soutien à l'hydrogène, est-ce que vous en connaissez les détails? Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc c'est un mécanisme qui a vocation à soutenir la massification de la production d'hydrogène décarboné. C'est un dispositif qui a vocation à diminuer le risque pour le producteur d'hydrogène en faisant en sorte que le produit, en lui donnant une aide qui évoluera dans le temps en fonction de l'évolution du prix du gaz fossile, du prix des émissions de CO2 et du prix de l'électricité. Donc, on va couvrir les évolutions de ces différents paramètres sur une durée qui sera de l'ordre de 12 à 15 ans. Et ce sera un dispositif compétitif pour au moins 70% de la note afin d'utiliser au mieux nos finances publiques. C'est aussi un dispositif qui va monter graduellement en puissance puisqu'on prévoit 3 vagues dans les 3 années qui viennent qui augmenteront petit à petit. Et enfin, c'est un dispositif qui est destiné au soutien à la production d'hydrogène destiné à la consommation dans l'industrie, exclusivement dans l'industrie, et pour des consommateurs qui sont situés en France. Pour la production d'hydrogène destinée à la mobilité, on a d'autres mécanismes de soutien comme la Tiruerte. Donc, il y a une taxe. Donc, voilà les grandes lignes de ce dispositif. C'est aussi un dispositif qui va soutenir la production d'hydrogène tant renouvelable que bas carbone, produit à partir d'électricité d'origine nucléaire, et qui va aider à la fois les CAPEX et les OPEX des producteurs. Enfin, une bonne nouvelle qui nous a été confirmée par la Direction générale du climat de la Commission européenne, c'est que c'est un dispositif qui pourra être articulé avec la Banque de l'hydrogène. Les producteurs qui, pour une partie de leur projet, produiraient de l'hydrogène renouvelable seraient susceptibles de candidater à la Banque de l'hydrogène tout en étant soutenus pour leur partie de leur projet qui produit de l'hydrogène bas carbone par le dispositif français. Vielen Dank. Und sozusagen die Merci beaucoup. J'aimerais demander à Monsieur Van Steen de la Commission de nous parler de ces mécanismes de subvention. Qu'en est-il de ces projets importants d'intérêt commun européen, les PICE? Cette décision finale d'investissement, donc les projets, comment faire en sorte qu'ils soient plus nombreux à l'atteindre et comment la Commission peut-elle veiller à ce que les projets pour lesquels il n'y a pas de décision finale qui est prise soient moins nombreux? Réponse, oui, c'est très important. J'en ai déjà parlé de ces questions de financement. Nous l'entendons de la part de la filière. Les délais sont trop longs pour obtenir des réponses. Les procédures sont trop complexes, trop compliquées. Ils comparent leur situation à celle des États-Unis, ces acteurs de la filière, avec l'IRA. Et nous investissons de manière à accélérer autant que possible les processus, mais bien sûr, il y a un certain nombre de vérifications à effectuer. Et nous sommes compétents en la matière avant d'autoriser, de valider un projet. Ceci étant dit, nous avons déjà approuvé 2 lots de projets. Le premier regroupe 41 répartis sur 15 pays de l'Union européenne différents, jusqu'à 5,4 milliards d'euros de financement public. Et nous
nous attendons à ce que ces financements publics entraînent également fassent levier, qu'il y ait beaucoup d'investissements privés par répercussion. Ultérieurement, nous avons également, c'était au mois de juillet 2022, obtenu un accord sur ce deuxième lot de projets, 35 projets pour le même montant. Et une fois de plus, nous considérons que ceci va donner lieu à un investissement privé important par répercussion. Alors, nous aimerions affecter davantage de fonds aux projets pour leur permettre d'atteindre la prise de décision finale, mais bien sûr, nous sommes soumis aux contraintes budgétaires générales de l'Union européenne et vous en avez certainement conscience. Elles sont bien réelles, hein. Toutefois, une chose est claire, l'hydrogène figure en haut de l'agenda et il est désormais possible de recevoir des financements provenant de nombreuses sources différentes lorsqu'on travaille sur l'hydrogène. Il y a notamment ce mécanisme relance et résilience avec des volumes financiers importants. Et puis les financements pour la transition énergétique en général. Et ça, c'est absolument essentiel car nous sommes convaincus que ce sont des projets non seulement qui nous aideront à atteindre nos objectifs de neutralité climatique, mais également qui susciteront une forte croissance économique et beaucoup de prospérité. C'est pourquoi nous faisons pression autant que possible. Mais bien sûr, il y a aussi des conflits d'intérêts. C'est ce que je peux dire sur ces projets européens d'intérêt commun. Nous ne sommes pas les seuls. La DG Gros aussi partage cette idée, puisque ce sont des projets transversaux pour différents services de la Commission. Nous nous efforçons d'accorder nos violons sur ce point. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons une dernière question pour Alexander Lecke. Donc, l'avenir des réseaux hydrogène en Allemagne, y aura-t-il des centres de consommation? La sphère politique, les aménageurs du territoire, comment envisagent-ils l'ancrage territorial de ces sites de consommation d'hydrogène? Qu'en est-il du risque? On ne veut pas se retrouver avec des actifs éparpillés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'est un risque que nous nous efforçons de minimiser, autant que faire se peut, puisque les exploitants réseau et l'Agence fédérale des réseaux, avec ceux-ci, nous avons une collaboration étroite et avons élaboré ensemble les critères correspondants, à savoir les critères qui décident quelles sont les régions qui seront raccordées. Alors, d'une part, il y a ces projets européens d'intérêt commun, ensuite les projets PCAS, puis il y a certaines filières industrielles pour lesquelles il est absolument clair qu'elles sont dépendantes de l'hydrogène car il n'y a pas d'alternative réellement. Et puis, sur la question de l'importation et de l'origine de l'hydrogène, nous avons aussi certaines centrales de cogénération grandes qui seront probablement nécessaires à l'avenir. Il y a d'autres facteurs encore, mais je vous ai nommé les principaux. Tout ceci sur la trame du scénario à long terme, à savoir quel est le scénario ou de quelle hypothèse de besoin en hydrogène partons-nous. C'est sur cette base que les exploitants réseau ont soumis l'an passé une ébauche qui a été partagée avec les exploitants réseau, distributeurs et autres pour leur donner la possibilité d'exprimer leur point de vue dessus. Nous avons ainsi recueilli leurs réactions
pour éviter qu'on ait des prévisions ou une planification qui aille totalement dans la mauvaise direction ou qu'on ait oublié quelque chose d'important. Comme je le disais, on ne peut jamais être sûr de rien à 100%, mais ceci dit, pour ce qui est de la planification d'entreprise et des exploitations réseau et distribution, ils sont à bord, ils ont co-participé à l'élaboration de cette dorsale et c'est l'Agence fédérale des réseaux qui est responsable de la finalisation et de la vérification finale, et notamment de vérifier si ces prévisions sont bien réalistes. Autre élément, l'État doit commencer à réfléchir, on a parlé d'un modèle d'avertissement, à voir quels sont les réseaux que les exploitants devront peut-être abandonner ou réduire si, dans les 6 mois à venir, les décisions engendrées sont confirmées. Concernant les constructions de pipelines, là, il y a des imprévisibles, bien sûr, qui marquent ce décuplement des capacités hydrogène. Donc, pour cela, il faudra des mécanismes de assurance ou sécurisation pour éviter de se retrouver avec des actifs délaissés. Merci beaucoup. Une dernière question que j'adresse à Christophe Cassiotis. En France, la Commission européenne en 2023 a commandé une étude que vous avez déjà évoquée, dans laquelle la France est qualifiée de premier producteur d'hydrogène d'Europe à l'horizon 2050. Par contre, cette étude ne fait pas état de perspectives de production en Allemagne. Alors, quelle est la réception de cette étude en France? Je ne sais pas si cette étude a été vue par un large public, et je crois que c'est un débat très technico-technique. Euh, Moi, vraiment, le point important sur lequel il me semble nécessaire d'insister, c'est le fait qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet d'un point de vue scientifique. Il y a cette étude, il y a des études qui ont été faites par des universités finlandaises qui montrent aussi la capacité de l'Europe à produire suffisamment d'hydrogène à un coût compétitif pour satisfaire ses besoins. On a des études qui ont été faites par le CEA qui montrent que les objectifs sont peut-être trop ambitieux au regard des capacités techniques des industriels à modifier leurs outils dans les années qui viennent pour avoir de l'hydrogène. Et je pense que vraiment le point essentiel, c'est de dire qu'il y a des incertitudes, que ça ne doit pas nous empêcher d'avancer sur les sujets sur lesquels on pense que l'investissement est sans regret. Et pour nous, c'est vraiment la production à proximité des sites qui utilisent déjà l'hydrogène, parce que substituer cet hydrogène sera vraiment nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques. Et c'est cette montée en puissance sur des sites existants avec des besoins clairement identifiés qui va nous permettre de baisser les coûts de production par la massification de la production d'électrolyseurs et d'hydrogène. Et donc, vraiment, on doit y aller étape par étape en essayant de minimiser les coûts échoués et l'intérêt de l'investissement public. Ja, also herzlichen Dank an unsere drei Panelisten, Alexander Merci, Lücke. merci beaucoup à nos 3 intervenants, Alexander Lücke, Christophe Cassiotis et Hans Van Steen, pour ces réflexions politiques très intéressantes qui nous viennent de Paris, Berlin et Bruxelles. Nous aurions pu poursuivre cet échange longtemps, mais nous arrivons déjà au but. Et c'est Dr Falco Huckert de Potsdam, de l'Institut de Potsdam, qui est à nos côtés, son institut pour la recherche sur l'impact climatique, qui est auteur et contributeur au 6e rapport d'évaluation du GIEC. Je suis très heureuse qu'il nous donne son mot de perspective et de conclusion.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux d'être ici. Je crois qu'on a passé une journée très intéressante. Donc, à moi l'honneur de clore ces débats et on m'a demandé de faire un peu une synthèse des différentes applications de l'hydrogène d'un point de vue scientifique. Notamment, je voudrais revenir à ce terme de clé de voûte de la décarbonisation et s'il est bien choisi ou pas. Après, je mentionnerai quelques chiffres concrets qui ont été présentés dans le scénario zéro émission nette de l'Agence internationale de l'énergie. Et ça correspond bien à la modélisation qu'on a fait à notre institut à Potsdam et à notre contribution au rapport d'évaluation du GIEC. Vous pouvez aussi comprendre ma présentation comme un plaidoyer, comme un appel de respecter d'autant plus ce consensus des différents systèmes énergétiques. Commençons avec l'importance de l'hydrogène. Nous savons tous que l'hydrogène est un élément nécessaire de la transition énergétique, puisque pour quelques applications, il est presque indispensable, où il n'y a pas d'alternative. Là, la valeur de l'hydrogène assez cher est vraiment très, très grande. Ce caractère indispensable pour les entreprises privées augmente également leur disponibilité, leur disposition à payer. Commençons par l'industrie. Tout d'abord, l'acier. Notamment dans les États industrialisés, il y aura encore une percée pendant cette décennie vers l'acier vert produit avec de l'hydrogène vert. L'Agora Energiewende qualifie le secteur de l'acier, notamment maintenant, comme un secteur où il est facile de réduire les émissions. Je partage cet avis, mais bien sûr, dans d'autres pays comme l'Inde, par exemple, ça va mettre plus de temps encore. Mais il est clair que la production primaire de l'acier donc va créer une demande très importante d'hydrogène et cela va également se traduire dans une sécurité d'investissement pour les installations d'hydrogène. La deuxième application dans le cadre de l'industrie, c'est l'ammoniac. Bien sûr, on en a besoin comme molécule. Et la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on transforme l'ammoniac et où en Europe, dans quel pays, en Allemagne, en France, et où va-t-on importer? L'ammoniac peut être transporté par un navire, par un bateau, et il me semble probable que dans les années 2030, il y aura un grand marché pour de l'ammoniac vert et bleu. Tout d'abord, ça va être utilisé dans la production d'engrais, donc dans l'industrie, et on ne sait pas encore dans quelle mesure l'ammoniac peut servir de vecteur de transport pour l'hydrogène lui-même. C'est-à-dire à quel point l'ammoniac pourrait être utilisé pour cela. C'est bien de l'explorer également avec d'autres options, mais ce sera probablement pas très compétitif lorsqu'il y a une possibilité de transporter par pipeline. Mais en 2030, il y aura déjà des possibilités d'importation. Donc, les transports par bateau peuvent arriver plus tôt que les autres. Les importations par bateau, je crois que c'est quelque chose comme une garantie. Une garantie si des pipelines européens peut-être prennent plus de temps pour être créés. Et la troisième application ou le troisième usage, c'est dans la pétrochimie, dans la production de plastique notamment. Et là, il y a un grand besoin d'hydrogène, mais il y a
de très différentes possibilités de comment utiliser l'hydrogène et ça dépend de combien on va recycler ou importer du méthanol recyclé. Cette demande peut diminuer, mais elle restera quand même importante. Passons au suivant secteur qui est la mobilité. Là, l'hydrogène joue un rôle important dans le transport aérien et maritime. Il est très, très probable qu'il y aura un marché global des fuels pour le transport aérien. Pour l'instant, les annonces sont assez petites et il y a une grande sécurité par rapport aux décisions finales d'investissement. Mais dans les années 2030-2040, il y aura un marché pour le méthanol vert et pour les électrocarburants. Ils sont facilement transportables par bateau, par exemple. La sixième application où l'hydrogène est indispensable, c'est comme moyen de stockage saisonnier de l'électricité. Le pourcentage des énergies renouvelables dans le mix global en 2050 une fois la neutralité climatique atteinte est de 89%, dont la plupart c'est solaire, éolien, donc dépendant des fluctuations de la météorologie. Donc, des solutions de stockage sont les meilleurs candidats pour assurer une sécurité de 100%. Vous voyez, il y a des quantités vraiment très importantes liées à l'hydrogène. C'est donc un élément tout à fait nécessaire. Jusqu'à quel point c'est la clé de voûte ou la pierre maîtresse? Je crois qu'on peut parler de clé de voûte, mais il ne faudrait pas mal interpréter ce terme. Cela a un sens dans deux compréhensions. Alors, les quantités, on n'est qu'au balbutiement de l'hydrogène pour établir ce nouveau vecteur de l'énergie. Même avec une croissance exponentielle, il y aura une pénurie. Nous nous attendons à cela justement parce que la demande dans les secteurs sans regret sont indispensables et sont très importants. Nous croyons que l'hydrogène et les électrocarburants seront rares et les coûts seront élevés par la production et par leur rareté. Deuxièmement, l'hydrogène est une option assez chère de protection du climat et elle le restera même avec des réductions des coûts. Et les électrocarburants et l'hydrogène resteront plus chers que d'autres options et aussi plus chers que les combustibles fossiles. Mais à terme, on aura besoin d'une tarification du CO2, bien sûr. Mais on voit que seulement les coûts, bien sûr, soulèvent une grande insécurité. On peut donc, bien sûr, accuser la politique de ne pas encore avoir réglé ce problème, mais c'est dû en partie aussi au fait, au défi technologique de cette option hydrogène. Donc, également, à terme, les coûts resteront plus élevés que pour d'autres options. Donc, voyons un peu le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Le pourcentage de la consommation finale une fois la neutralité climatique atteinte en 2050, un scénario ambitieux, et là, c'est de 8% au niveau global, de 7% au niveau européen, le pourcentage des électrocarburants de l'hydrogène. Alors, la plus grande partie de l'évitement des émissions, c'est dû aux énergies renouvelables dans tous les secteurs concernés. Le pourcentage de l'hydrogène dans les bâtiments en 2050 a été ajusté de 2%
dans l'étude, dans le scénario il y a 2 ans, jusqu'à 0%. Les électrocarburants pour les véhicules, c'est presque zéro. Pareil pour le scénario global et d'autres études qui ont été élaborées pour l'Allemagne, c'est-à-dire là où le débat politique est le plus virulent, la science est d'autant plus claire. Pour le bâtiment, cela n'apporte pas la transformation, ça continue les structures existantes et ne va pas pouvoir tenir cette promesse d'un grand changement. Il ne faudra pas associer des attentes irréalistes avec l'hydrogène pour les voitures, par exemple, ou le bâtiment. La diversité de l'hydrogène, il faudrait bien la comprendre et bien sûr ne pas retarder le développement du véhicule électrique et des pompes à chaleur. Il y a des obstacles, mais on peut les surmonter. Il faudra quand même essayer de les développer. Il y a encore 2 secteurs que je n'ai pas encore mentionnés où l'hydrogène jouera un rôle probablement, mais où il ne sera pas indispensable. C'est la chaleur résiduelle dans l'industrie pour produire de la chaleur. On pourrait bien sûr électrifier toute la chaleur résiduelle qui normalement coûte moins cher, mais cela représente une disruption pour les processus dans l'industrie. Alors là aussi, l'hydrogène pourrait jouer un rôle important. Et la mobilité, le transport lourd, les camions, le transport terrestre, normalement, pour la plupart des camions, ils seront à batterie, mais l'Agence internationale de l'énergie a également corrigé ces chiffres par rapport au dernier rapport. Et l'hydrogène, notamment pour les grandes distances, joue un rôle dans le transport lourd. Cela va dépendre bien sûr de la décision pour les infrastructures. Il y a bien sûr des critères minimums de l'Union européenne. Il faut de la coordination entre la France et l'Allemagne aussi, bien sûr, qui est très importante, puisqu'ils sont au cœur de l'Europe. Et dernière partie, donc je reviens à la clé de voûte et c'est un travail de longue haleine, le développement de l'hydrogène. Il ne faut pas s'attendre à avoir des contributions substantielles avant 2030. Nous sommes 1 gigawatt d'électrolyse aujourd'hui. En 2050, 3300 gigawatts selon le scénario publié par l'Agence internationale de l'énergie. Pour cela, il faut des quantités géantes d'énergie renouvelable, 15 000 terawatts. Et c'est la moitié de la production globale de l'énergie, ce que nous avons aujourd'hui. Et tout cela pour l'hydrogène. Et si nous ne fixons pas les bonnes règles, le bon cadre, il y aura bien sûr, je voudrais mentionner 5 aspects d'une politique active et utile pour l'hydrogène. Il faut des objectifs clairs avec des bases scientifiques solides. Il faut avoir un lien direct avec les études scientifiques et l'Agence internationale de l'énergie et donc prendre les décisions sur la base de ces scénarios. Et il faut bien sûr toujours réactualiser ces scénarios pour que ce soit adapté. L'offre de l'hydrogène et le transport devraient s'orienter à la demande qui existe réellement. Troisièmement,
Le côté de l'offre peut bien sûr être structuré et subventionné par la Banque européenne de l'hydrogène, mais ce qui est le plus important, c'est en même temps donner une priorité sectorielle à l'usage de l'hydrogène, c'est-à-dire créer une demande comme un cluster pour utiliser l'hydrogène. 42% de l'hydrogène utilisé dans l'Union européenne vont correspondre à l'hydrogène vert en 2050. Donc, l'industrie doit agir et doit être bien sûr prête à payer. Et pareil pour les quotas pour les électrocarburants en 2030. Et les contrats de protection du climat pour l'hydrogène peut également créer une demande pour l'acier. Et bien sûr, il faut accepter qu'il y a des secteurs où l'hydrogène ne joue pas de rôle et peut-être plutôt promouvoir le développement des véhicules électriques. Si la politique n'arrive pas à créer des régulations, des subventions en fonction des différentes technologies ou ne crée pas le bon cadre, il y aura bien sûr un deuxième instrument politique qui est beaucoup plus important. C'est une tarification ambitieuse du CO2 avec un système d'équilibre social. Des tarifs élevés de CO2 dans tous les secteurs sont nécessaires de toute façon pour donner de la compétitivité à l'hydrogène par rapport aux énergies fossiles et pour diriger orienter l'hydrogène là où il est vraiment nécessaire. Mais bien sûr, il faut pouvoir défendre ces prix élevés du CO2. En 2030, je crois que c'est le pronostic, les certificats, les derniers certificats dans le système d'échange de quotas d'émissions seront émis. Après, il faut bien sûr accepter ces prix élevés. Si on a une véritable volonté politique, et la France et l'Allemagne ont un rôle clé à jouer pour une tarification ambitieuse du CO2. Et c'est là la clé pour la construction d'un marché de l'hydrogène. Merci pour votre attention. Merci. Merci pour cette synthèse tout à fait fantastique et cet appel politique. Je vous remercie car c'est souvent la tâche de la modératrice de résumer en fin de réunion. Et donc, merci d'avoir porté un regard conclusif et qui apporte une ouverture. Avant de terminer, il nous reste à remercier la totalité de l'équipe des personnes qui ont organisé cet événement, l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, le ministère fédéral allemand pour l'économie et la protection du climat, le ministère français pour la transition écologique, toutes les intervenantes et tous les intervenants que nous remercions chaleureusement pour leur participation et bien sûr, nous n'oublions pas les interprètes qui vous remercient également. Nathalie Pijolet, Claire Lochet, Simone Hess, Helen Ferguson, Kate Vanovich et Ingrid Bergman. Merci beaucoup. L'ensemble des présentations et des enregistrements vidéo sont disponibles à partir de la semaine prochaine. Pour les participants, vous les trouverez sur notre site Internet. Vous recevrez également une synthèse. Mais avant de vous quitter, je souhaite vous indiquer les réunions qui nous attendent prochainement. Notez dans vos tablettes un webinaire sur la transition énergétique dans les communes, acceptance locale et participation financière le 17 octobre. Conférence à Berlin sur les modèles économiques des parcs éoliens à la fin de la période de subvention de tarifs de rachat le 15 novembre. Conférence en ligne sur le photovoltaïque et l'autoconsommation dans l'industrie
et les entreprises le 29 novembre. Nous avons en outre ce format court en français consacré à l'avancement de la stratégie hydrogène en Allemagne, intitulé Expresso. Une autre série, un autre épisode Espresso en français sur la législation sur l'énergie dans le bâti en Allemagne. Et enfin, les versions actualisées de nos documentations de fond sur les mécanismes de subvention pour les éoliennes en Allemagne et en France. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette réunion. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Espérons que vous en retiendrez des résultats intéressants et que vous les diffuserez autour de vous. Merci beaucoup.